Nous sommes reliés aux saisons. En hiver, l'arbre se découvre et nous on se couvre et on s'enferme. Un cycle, un rythme bien orchestré. Après l'automne vient l'hiver, après l'hiver vient le printemps. Bientôt les saisons vont changer d'allure. Elles vont se décaler, se superposer, s'effacer. Les humains changeront de façon de faire. Ils vont se déployer, s'écouter, oser. Ils écouteront leurs rêves. Comme un arbre en hiver, au début, il n'y aura pas de feuilles. Elles naîtront grâce à la force de la nature, à la force de leur nature. Nous sommes à quelques pas de prendre les choses en main, changer sa vie par ses propres moyens, ses propres désirs. Parfois, l'humain commence à s'écouter quand il ne reste plus que quelques branches autour de lui, alors que nous avons besoin de feuilles vertes dans notre vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Alexia Borg. Alors, dans quelle saison de votre vie vous vous trouvez ? Et oui, nos vies ont des cycles et ils sont très précis. Alors, pour répondre à cette question, je vous présente un très grand coach français. Il a plus de 30 années d'expérience en relations d'aide et en développement personnel. Il a aidé des milliers de personnes à changer leur vie et on peut dire que sa notoriété d'enseignant ne cesse de grandir. Il est formé dans diverses disciplines, notamment la Gestalt thérapie, l'andragogie ciblée sur l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, le coaching et bien sûr, il a forgé sa solide réputation en modelant les fondements puissants des outils de la PNL. Vous vous en doutez peut-être, il s'agit de Paul Perronnet. Aujourd'hui, je l'invite à nous parler des saisonnalités de la vie et de nous expliquer comment reconnaître dans quelle saison nous nous trouvons. Est-ce que vous êtes dans votre phase de printemps ou d'automne ? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas sauter de saison et donc il est important de comprendre ce cycle qui, selon Paul Perronnet, est intrinsèque et inéluctable à l'humanité. Bonjour Paul Perronnet. Eh bien bonjour Alexia. On va parler aujourd'hui de saisonnalité, de changement et surtout essayer de comprendre dans quelle phase nous sommes dans notre vie par rapport à ce changement en permanence. Et si nous sommes aujourd'hui, on est en été d'ailleurs, il faut le dire. On est au mois de juin 2021, mais c'est peut-être pas l'été dans la vie de tout le monde. Donc tu vas nous expliquer comment on fait pour s'y retrouver et se connaître un peu plus dans cette saisonnalité de la vie. Qu'est-ce que c'est pour toi la saisonnalité, Paul ? Eh bien ça renvoie en fait à ce que la nature nous montre en permanence, c'est qu'il y a des cycles et qu'on passe éternellement dans ces cycles à des vitesses plus ou moins grandes. En l'occurrence, les saisons. Un arbre va à un moment donné à sa phase d'été, comme on peut vivre actuellement, puisqu'on est dans cette période-là. Ensuite, on va avoir l'automne, où on va voir ses feuilles qui vont tomber. Donc, il y a une espèce de rétractation, en quelque sorte, de son énergie vers le monde intérieur. Et puis, cette phase de rétractation, à travers notamment l'hiver, elle va permettre le renouveau. Et avant de repasser dans le renouveau, il y a cette phase un petit peu de nettoyage. Il faut laisser mourir l'ancien pour laisser renaître le nouveau. Donc il y a des phases intéressantes sur lesquelles on va pouvoir faire des parallèles dans nos changements de vie pour retrouver cette essence de printemps, cette nouveauté, cette force, à partir de laquelle on va dépenser beaucoup de l'énergie intérieure, mais qui ne va pas encore vraiment se traduire beaucoup sur des retours extérieurs, parce que c'est une énergie qui est très intérieure. Et puis enfin, décidant de mettre de l'énergie dans ce qui nous anime au cœur même de notre être, eh bien, on va commencer à agir et voir l'environnement participer à cette action. Donc, jusqu'au moment où on va retrouver l'été, c'est-à-dire ces moments où on a des retours que voilà, ça roule, quoi, c'est super. Le but de comprendre dans quelle saison nous sommes, c'est pourquoi ? C'est pour mieux accueillir les événements qui nous arrivent, l'état d'esprit dans lequel on est et à la fois se préparer au printemps suivant ou on va dire alors à la fois suivante. Mieux s'accueillir dans ce que l'on est, mais aussi repérer qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour moi et qui explique en fait où est-ce que j'en suis et surtout quelle va être la prochaine phase. Parce que du coup, je peux par exemple me sentir en automne, mais sans trop savoir pourquoi. J'ai l'impression que ça va relativement bien. Mais bon, je vois pas très bien pourquoi changer, mais en même temps, je sens bien que je suis plus tellement nourri. Ça fait longtemps que je fais ce job. Je ne sais plus très bien pourquoi je le fais. Je suis dans cette relation depuis un certain temps. Il y a des moments où je me pose des questions. Je ne sais plus trop. Mais bon, il y a pire que ça autour de moi. Donc, je ne vais pas me plaindre, tu vois. Ça, c'est l'automne. Ça, c'est l'automne. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a l'hiver derrière. Et si je ne le sais pas, cet hiver, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui caractérise justement du coup l'hiver. Parce que si je ne l'ai pas repéré, je vais avoir un hiver qui peut être très, très froid. Pourquoi ? Parce que je vais mettre en avant des comportements qui ne sont pas forcément très conscients, à partir desquels, si je reste dedans,
et ben, du coup, je risque de rencontrer des frustrations de plus en plus fortes et qui peuvent mener au burn-out, parfois au suicide. Donc ça peut aller loin. Jusqu'au moment où, parce que j'ai repéré ces éléments, et ben, du coup, je peux décider de rentrer en phase de printemps. Et c'est là que la conscience devient intéressante, parce que la conscience, elle m'aide à tirer des enseignements de ce qui se passe, et du coup, à modifier certaines choses qui vont faire que mon hiver sera plus transitoire. Et que, Plus court. du coup, voilà, sera plus Moins court, moins froid, moins piquant. Et en tout cas, je vais mieux le comprendre cet hiver, et donc pouvoir l'accueillir, plutôt que le fuir ou l'attaquer, l'accueillir pour lui permettre de se transformer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement ces phases de transition qui sont de plus en plus fréquentes pour nous. Est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre de pouvoir changer ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un petit peu lié au destin et à l'environnement et sur lequel on n'a pas vraiment d'action? Quand il y a un hiver qui est un peu trop long, par exemple, et qu'on a toute l'envie, l'énergie, l'optimisme pour passer très vite au printemps. Alors, il y a deux choses dans ma question. C'est est-ce que ça dépend vraiment de nous? Et aussi comment on peut faire en sorte de ne pas le boycotter cet hiver et de faire en sorte que voilà, on a vécu vraiment cet hiver correctement et on doit passer. Alors c'est la richesse de la compréhension de ces cycles. Et effectivement, il y a deux mondes. Il y a le monde environnant, sur lequel on peut parfois agir, et il y a le monde intérieur, sur lequel on peut toujours agir. Quand je parle du monde environnant, c'est-à-dire que je peux être à un moment donné embarqué dans une entreprise, dans un couple, avec des enfants, avec des responsabilités qui font que je ne peux pas changer les choses comme ça tout de suite. Par contre, ce qui peut changer, c'est ma relation à l'environnement. Et alors, comment on s'y prend? Parce que c'est ça le plus complexe. Alors, la première chose, c'est de se situer dans le processus. Ok. Donc, je parlais de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Et de savoir que plus je vais être conscient du processus, plus je vais pouvoir justement transiter. Sachant qu'il y a des éléments sur lesquels, en fonction de là où j'en suis, qui vont être plus faciles à gérer dans certains cas que d'autres. Il y a plein de choses qui vont jouer. Si par exemple, je suis dans un couple et que ça ne va plus, je peux croire qu'en changeant de couple, ça ira mieux. Mais je peux passer ma vie à changer de couple, en fait. Oui. Et me rendre compte que c'est toujours la même histoire, c'est juste les personnes qui changent. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne me suis pas pris en compte suffisamment pour me responsabiliser sur les résultats que j'obtiens. Et en général, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer un peu à l'autre le fait qu'il n'est pas à la hauteur et que finalement, je vais trouver mieux ailleurs. Mais la réalité, c'est que je ne me suis pas moi-même, j'ai pas évolué dans mon propre processus. Donc là, ça devient intéressant de se dire, tiens, comment moi j'ai participé à cette situation? Donc après, en fonction d'une personne à l'autre, on peut avoir des cas extrêmement variés. Mais c'est rare les gens qui se remettent en question comme ça. Alors ça dépend dans quel milieu on est. Oui. Moi, je suis dans un milieu où j'ai énormément de gens, puisque je forme depuis des années des personnes qui viennent nous voir pour des phases de transition. Et depuis, on va dire depuis le Covid, ou un peu avant, il y a une accélération considérable qui s'est passée parce qu'il y a énormément de gens qui se sont posés des questions qui ne se posaient pas jusqu'alors. Alors justement, les personnes viennent à tes stages ou te voir individuellement pour comprendre. On est d'accord que pour savoir pourquoi on répète certains schémas, est-ce qu'on y arrive vraiment seul à dénouer ce qui se passe dans notre inconscient et pourquoi on attire les mêmes situations, on revit les mêmes situations? Personnellement, moi je pense que comprendre ça tout seul sans l'aide de je sais pas, enfin en tout cas sans l'accompagnement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais est-ce que ça peut se faire ou... Alors, comprendre, j'ai envie de dire, si on lit des livres, qu'on rencontre des gens, et ça c'est assez difficile. Malheureusement, c'est pas parce qu'on aura compris que ça va forcément changer. Ça c'est vrai aussi. Donc comprendre peut me permettre de changer, mais pas toujours. Et puis après, si je veux véritablement évoluer et aller vite dans ce processus, bah, c'est comme si j'ai envie de faire une bonne émission, il faut que j'aille voir quelqu'un comme toi qui sait les faire. Parce que comme tu as l'expertise, il y a des tas de choses que moi, si je y vais un peu à l'intuition, je ne vais pas forcément voir tout de suite. Si toi, tu as du métier, tu as de l'expertise, tu vas me faire gagner des mois. Oui, des mois, voire des années. Ouais. Et bah, quand on va voir un coach ou un professionnel qui pareil. Travaille depuis dans le domaine, bah, c'est clair qu'il va m'aider à mettre le doigt sur des trucs qui vont faire gagner un temps fou. Donc, on ira toujours seul. On dit parfois qu'on va plus vite. Moi, je pense qu'ensemble, on va non seulement plus vite, mais beaucoup plus loin. Oui. Et plus on avance, plus ce sera le cas. Donc, dans les processus de transformation, les gens viennent au début parce qu'ils se posent des questions. Ils déclenchent souvent leurs actions parce qu'ils touchent des frustrations, ils en ont marre d'avoir marre. Et c'est souvent ça qui, au bout d'un moment, un peu comme quand j'ai mal aux dents, bon, je résiste, puis à un moment, j'ai tellement mal aux dents que je vais chez mon dentiste. Ouais, il faut y aller. Après, il y a d'autres personnes qui réagissent non pas à la souffrance,
ou parce qu'ils vont mal, mais parce qu'ils sont inspirés par quelque chose de nouveau. Ah tiens, j'ai tout d'un coup vu un truc, j'ai envie d'avoir une mâchoire superbe, j'ai vu qu'on pouvait se faire redresser les dents, et je me dis, et pourquoi pas moi? Donc c'est pas la souffrance qui me dit, qui m'entraîne, c'est le désir d'aller vers quelque chose de plus grand. Comment c'est né? C'est né peut-être d'une lecture, d'une rencontre, d'une méditation que j'ai faite, d'une expérience que j'ai vécue, et qui ouvre du coup une sphère. Et c'est aussi ça la force qu'on va trouver dans les groupes, dans les coachings, c'est qu'on va être au contact de personnes qui sont en train de se transformer. Et toi qui interviews pas mal de gens, qui rencontres pas mal de personnes, tu te rends compte quand tu es nourri par des gens qui sont en train de se transformer, au bout d'un moment, tu te dis, et moi là-dedans, Oui. ça t'inspire, tu vois. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, les gens qui sont dans des transitions et qui avancent le plus dans ces transitions sont rarement seuls. Les gens qui s'isolent, en général, ou qui ont l'impression que tout seuls, ils vont mieux s'en sortir, ou qui n'osent pas, justement, se mettre en avant parce qu'ils se disent « oulala, comment les autres vont m'évaluer ?» Or, la vérité, c'est qu'on a tous des difficultés, c'est ça qui est chouette, c'est d'apprendre à les accueillir, les poser sur la table, en parler, et s'apercevoir en fait qu'on n'est pas tout seul à avoir des difficultés, parce que ces difficultés, c'est des phases de transition constantes, donc on est tous en quelque sorte en travaux en matière d'évolution. Moi, j'accompagne des gens depuis plus de 30 ans, mais ça ne veut pas dire que j'ai résolu toutes mes difficultés, puisque j'ai mes difficultés d'entrepreneur, par exemple, oui, dans le niveau où j'en suis. On va en parler en aparté. Moi, j'ai eu des très belles histoires dans mes relations affectives. Voilà, et je continue à évoluer. On évoluera tous. On évolue sur le plan de la santé, on évolue sur le plan, sur tous les plans. Et l'évolution, ce n'est rien d'autre qu'être à la fois aiguisé, je crois, sur au fond, l'accueil de ce que je vis. Qu'est-ce que je vis? Est-ce que c'est porteur ou est-ce que c'est pas porteur? Et plus je suis sensible à ce que je vis, plus du coup je peux me dire, tiens, à partir de là, vers où j'ai envie d'aller. Et quand je commence à clarifier vers où j'ai envie d'aller, il y a une troisième question qui arrive, c'est comment je fais pour le faire? Avec qui je peux aujourd'hui intégrer des données, des connaissances, savoir-faire, des choses comme ça, pour aller plus vite ou de manière plus importante vers mes résultats. Parce que ces résultats, je leur attache de l'importance parce qu'ils viennent répondre à des valeurs, en fait, en gros. Et alors aujourd'hui, si on devait parler des deux aspects majeurs de la vie, c'est-à-dire le côté personnel, amoureux, relationnel, et l'aspect professionnel, cette saisonnalité, ce qui est marrant, hein, parce que moi je fais beaucoup le parallèle entre le pro et le perso. Je trouve que il y a beaucoup de choses qu'on peut associer entre les ressources humaines, professionnelles et relationnelles. Et je ferai peut-être un jour un podcast solo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais autant on avait une époque où on restait dans une entreprise 10, 15, 20 ans. Tout comme il y avait une époque où on était mariés 10, 15, 20, 25 ans, 50 ans. Absolument. Et on voit aujourd'hui que les saisons s'accélèrent, sont de plus en plus courtes. Absolument. Et alors, justement, d'après toi, c'est quoi? Ce sont des personnes qui en ont marre de rester dans l'hiver ou qui se disent je veux revivre un éternel printemps. Est-ce que c'est vraiment la source du bonheur? Est-ce que c'est pas justement la volonté de vouloir que l'herbe soit plus verte ailleurs? Qu'est-ce que c'est tout ça, d'après toi? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une accélération dans tout. Aujourd'hui, je discutais encore il y a quelques jours avec des parents et ils me disent « Ah, je comprends pas, ma fille avait un super poste dans une super maison, on lui proposait un contrat indéterminé, c'était un truc de dingue, et elle a dit non. » Alors que c'était juste énorme pour elle. Et pourquoi elle a dit non? Parce qu'elle ne veut pas s'enfermer dans un contrat. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette préoccupation de s'enfermer dans une carrière. Alors, maintenant, si on place ça dans le couple, c'est vrai que de tradition, on a été éduqué avec le fait qu'effectivement, on construit sur du long terme, et c'est bien, c'est valorisant, c'est chouette. Quand je croisais sur le bord du lac d'Annecy il n'y a encore pas très longtemps un couple, il avait 83 ans, et ça faisait plus de 50 ans ou 60 ans qu'ils étaient ensemble. Enfin, c'est un truc énorme. Et waouh, j'ai 60 ans de vie commune, je trouve ça extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce qu'ils trouvent ça extraordinaire, parce qu'ils ont en eux vécu quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, s'ils ont passé leur temps ensemble à s'adapter l'un à l'autre et finalement à se pourrir la vie parce qu'ils étaient dans le devoir d'être ensemble et donc dans l'incapacité de se séparer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, effectivement. Donc moi, ce que je crois, ce qui nous rend heureux, c'est de vivre une vie qu'on a choisie. Ouais. Voilà. Et je pense à des amis qui sont en couple depuis longtemps, mais eux, leur truc, c'est qu'ils se remarient tous les 3 ou 5 ans, je sais plus. Excellent.
Ça veut dire qu'ils ont un vrai rituel, c'est-à-dire qu'ils se marient réellement, c'est-à-dire qu'ils ont une alliance, et à un moment donné, ils savent que cette alliance, c'est un contrat, je ne sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans. C'est un CDD. C'est un CDD. C'est un CDD reconductible. J'adore l'idée. Et du coup, ils sont engagés ensemble, réellement, pour 2 ou 3 ans. Je ne sais plus combien c'est le truc, mettons que ce soit 3 ans. Et tous les 3 ans, ils ont ce rituel où ils se séparent et redéfinissent la raison pour laquelle ils s'engagent encore. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que la continuité vécue dans la liberté, ça, c'est le top. La continuité vécue dans la liberté, c'est très beau ce que tu viens de dire. Et pas le devoir de. Ouais. C'est pas parce que c'est éducatif, parce que le devoir que nous avons, je crois, c'est d'être heureux. Et on peut être heureux seul, être heureux ensemble, c'est un challenge. Il faut juste qu'on décide que ce challenge, on a envie de le remporter ensemble. Et c'est ça pour moi la force d'un couple ou d'un associé ou de plusieurs associés. Tout ce que tu dis est applicable dans le milieu professionnel aussi. Hein. Absolument, parce que c'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles, c'est exactement la même chose. Ouais. Et quelle que soit l'activité professionnelle, de toute façon, ce que l'on fait, c'est généré par ce que l'on est. Donc, qu'on soit dans un couple ou dans une activité professionnelle, ce qu'il y a de plus fort encore dans un couple, c'est que la dimension émotionnelle est juste plus élevée. Bien que c'est en train de changer, puisque maintenant, on va attribuer dans la vie professionnelle de la valeur à la dimension humaine, de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus sensible à cette dimension. Aujourd'hui, moi je suis dans le marketing en partie par mon métier, puisque j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à se développer, au-delà de se transformer individuellement. Après, ils se développent dans leur activité, y compris professionnelle. Donc la dimension, et ça a été le cas pour moi, notamment dans ces dernières années, de se réadapter à un environnement nouveau, en l'occurrence le web, qui peut être extrêmement destructeur ou au contraire extrêmement constructeur. C'est quelque chose qui a besoin d'être, comment dirais-je, d'être appréhendé avec beaucoup de subtilité. Et c'est un challenge que de grandir ensemble, y compris dans un couple, mais c'est un challenge qu'on décide de remplir ensemble. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, y compris dans une organisation, dans un couple, il faut des valeurs, on en parlait ensemble, sur lesquelles on se retrouve. Alors justement, quelles sont les valeurs, quels sont les fondamentaux pour toi qui font que, est-ce que tu en as déjà, est-ce que tu as constaté depuis toutes ces années de coaching et de par ta vie aussi, mais surtout en tant que coach professionnel, quels sont pour toi les fondamentaux qui font qu'un couple dure ? Alors, les fondamentaux, c'est les principes sur lesquels repose, encore, pour moi, la vie, tout ce qui est vivant est géré par des lois. Donc, comme ça fait longtemps que je m'intéresse au développement humain, et notamment au développement collectif, il y a des lois qui régissent le développement humain, tant sur la croissance que sur la destruction ou la séparation. La première chose, c'est l'émergence des valeurs communes. Valeurs communes. Absolument. C'est-à-dire que pour que des gens se retrouvent, qu'ils se retrouvent sur des valeurs. Donc ils vont se rejoindre pour des valeurs, ils se sépareront pour des valeurs. C'est vrai ? Regarde, trouve n'importe quel couple qui s'est séparé, à moins que ce soit un accident de la vie, si tu veux, mais la plupart du temps, effectivement, c'est des divergences de valeurs. C'est surtout les valeurs, oui, c'est vrai. Alors après, elles sont sous-tendues par des émotions, puisque en termes de PNL, on parlerait d'ancrage, par exemple, c'est de l'association émotionnelle. Si j'associe la stimulation positive ou négative, elle découle directement de principes de valeurs. Si les valeurs fondamentales ne sont pas communes, on peut avoir des mêmes valeurs, et ça va même plus loin, et mettre des critères différents. Je te donne un exemple. On peut défendre tous les deux une valeur de confiance, sauf que l'un dira si je te fais confiance, on se dit tout. Oui. Alors que l'autre dira non, si je te fais confiance, par définition, je n'ai pas besoin de te dire ce que j'ai fait quand tu n'étais pas là, quoi, en gros. Je n'ai pas besoin de tout te dire puisque tu me fais confiance. Donc on va voir que la même valeur, c'est là que la communication devient intéressante, c'est sur quoi repose la valeur. Et justement, c'est pas source de conflit parce qu'il peut avoir la même valeur et ne pas avoir la même définition de la valeur. C'est ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut qu'on adhère à la même forme, en fait. D'accord. Je veux dire, c'est comme l'amour. Demande à l'un et à l'autre quels sont les critères, sur quoi. C'est une bonne question à se poser en couple, ça. Les langages. Que faut-il qu'ils se produisent pour que tu te sentes aimé ? Poser ça à la plupart des couples, c'est intéressant s'ils n'en ont pas parlé, de découvrir parfois longtemps après. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même forme. Exact. Et ce qui fait qu'on est heureux. La joie d'être ensemble, c'est le sentiment que l'autre répond en partie au cadre que j'attends. Voilà, si la personne s'habille exactement comme j'adore qu'elle s'habille ou qu'elle se coiffe, automatiquement j'ai un pic de bien-être. Si moi j'ai envie d'aller dans tel restaurant et qu'elle me dit tiens, si on allait dans ce resto,
paf, ah ben toi aussi, ça, tu vois. Dès qu'on va trouver des cadres qui nous correspondent, et ça va très loin, même au niveau préconscient et inconscient, l'attraction entre deux personnes, ça répond à des cadres qui sont en arrière-plan en fait. C'est un peu comme, ça me fait penser à un coffre-fort, c'est-à-dire que quand on trouve le bon code, la porte s'ouvre. Hein, quand la forme de la clé est bonne, la porte s'ouvre. Voilà, donc on s'aperçoit que dans un couple, il faut que ça cadre au niveau des valeurs, en tout cas au moins des valeurs fondamentales. Sinon, Ok. soit il y en a un qui se suradapte au système de l'autre et il finira par être malheureux, C'est souvent ce qui se passe. malheureusement. Ouais, c'est souvent ce qui se Alors, passe. parfois, on se suradapte sur une Mm. partie et l'autre se suradapte sur l'autre, en gros. Mais plus ils vont pouvoir communiquer sur l'émergence Mm. de leurs importants, plus d'abord ça va faire monter la conscience de ces importants, et plus ils vont aussi s'accepter dans les différences. Et même de plus vivre les différences comme des contraintes, mais au contraire, comme des éléments qui vont venir compléter. Je prends un exemple, si on travaille ensemble sur l'émergence de ce qui nous anime ensemble fortement, du coup, ça nous renforce dans le sens de ce pourquoi nous sommes ensemble, ça nous stimule de savoir qu'on partage tout ça en commun. Et puis, si après on s'accueille sur nos différences, du coup, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je te sens extrêmement animé sur d'autres choses, parce que c'est tes trucs à toi, et moi sur d'autres choses, mais du coup, comme on a des choses en commun, ça me donne envie de temps en temps de me laisser porter pour aller ouvrir à cette différence, tu vois. Mhm. Imaginons que tu aies des activités très différentes des miennes et que tu me dises, moi, ce qui m'intéresse, c'est les musées, les trucs comme ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mhm. Mais comme on se retrouve sur pas mal de points communs, de temps en temps, je dis, tiens, il faut que tu m'emmènes dans tes trucs. Et là, Exact, ouais, je vois. et j'aurais pas besoin de faire grand-chose. Je sais que tu vas me trouver les meilleurs musées, les meilleurs machins. Et comme c'est pas mon truc, mais parce que c'est avec toi et qu'on s'est réunis déjà sur des valeurs fortes, du coup, je suis curieux. Et là, c'est très intéressant parce que la complémentarité s'enrichit. Et ça, c'est top, tu vois. Donc là, tout ça, tu la mets dans la catégorie valeurs. Les valeurs, Les c'est valeurs. important aussi. Ok, les valeurs. La deuxième chose, c'est les projets qui vont en découler. Forcément, exact. Par exemple, si on aime voyager, il faut qu'on ait quelques projets de voyage. Sinon, c'est pas beau d'avoir. Mais si on n'a pas de quoi nourrir la valeur, Alors, si tu le aimes les projet bons commun. restaurants, il faut que de temps en temps, on aille dans des bons restaurants. Ok. Le projet, la différence la valeur, c'est une aspiration que j'ai besoin de nourrir. Elle est constante. Le besoin de confiance, le besoin d'énergie, le besoin de présence, le besoin d'être porté par des projets qui m'animent, le besoin de confiance, le besoin de la prise de responsabilité, le sentiment d'être dans une communion de connexion, avoir une connexion qui est forte, être dans une intimité, le fait de se toucher si on aime se toucher, le fait, bref, c'est à quoi l'un et l'autre sommes sensibles. Et si on se retrouve pas mal sur ces choses-là, ça va être chouette parce qu'on va pouvoir avoir envie de se donner des projets dans lesquels ces valeurs vont être nourries. Je veux dire, si on est deux entrepreneurs, c'est clair que le fait que tu aies des projets entrepreneuriales, ou que moi j'en ai aussi, ça va être important ça dans un couple. Est-ce que ça marche, deux entrepreneurs ensemble? Ça dépend. Là encore, ça dépend des valeurs. Je me pose la question quand même. Ça dépend. Ça Ouais. dépend de la manière dont ils le vivent. Parce Ouais. que entreprendre, c'est super, mais la vie, elle n'est pas faite que de ça non plus. Ouais. Donc, l'important, c'est chouette d'être stimulé par des projets professionnels, mais il n'y a pas que ça. Et la force aussi d'un couple, c'est qu'il va pouvoir se retrouver autour de choses qui le passionnent. Ça peut être des projets communs ou non sur un plan professionnel, mais ça peut être aussi se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui nous stimule? Ça peut être le plaisir de voyager, d'aller se poser au bord de la mer, je sais pas quoi, d'aller Oui, faire de des construire séminaires une de maison ceci, quelque construire part, une maison, construire une famille. Il y a plein de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des valeurs, c'est d'avoir des projets, parce qu'après les valeurs, on a les valeurs communes, puis il y a des valeurs qui sont spécifiques aux différents terrains de jeu. JE, c'est-à-dire terrain dans lequel je vais jouer dans la vie, c'est-à-dire le plan familial, le social, le financier, etc. Si on a des valeurs, par exemple, d'investissement, on a envie de développer du capital. Il y en a un qui peut être plus sensible à ça et l'autre moins. Oui. Tu vois Mais ce qui est super, c'est que c'est là où on va se compléter. Ça va devenir intéressant. Alors, du coup, est-ce que c'est les opposés qui s'attirent ou qui se ressemblent, s'assemblent? Alors, ce qui est vrai, c'est que ce qui ressemble, ça semble. Ouais. Mais les opposés s'attirent. Le problème des opposés, c'est qu'ils s'attirent au début. Et pas sur le long terme. Sauf s'ils arrivent à faire que ces complémentarités nourrissent des valeurs et des projets plus élevés. Oui, c'est vrai. Parce que là, c'est la complémentarité. Tout d'un coup, moi, je ne suis pas trop immobilier, mais toi, tu l'es pas mal. Mais comme on se retrouve bien sur des valeurs communes,
me dis, tiens, ça m'intéresse quand même d'aller voir un peu ce que tu proposes. Et du coup, je suis curieux d'aller plus loin, tu vois. C'est là où la complémentarité devient intéressante. Certains sera plus famille, l'autre moins. Mais comme on est bien ensemble sur la majorité des choses, du coup, je vais m'ouvrir à la famille alors que je ne l'aurais pas fait naturellement. Mais parce que mon conjoint, c'est son truc, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, on a une vie qui est encore plus riche. Et puis, quand on est à deux, c'est aussi intéressant de se dire, bon, quand on est un peu ouvert et qu'on pose un peu le terrain de jeu, dire, bon, ben, c'est super, mais comment on s'ouvre à des terrains plus élargis. Donc, je crois qu'une vie à deux, c'est comme une association sur une boîte. C'est la même chose. Il faut qu'on ait des valeurs, il faut qu'on ait des projets communs. Alors justement, il faut qu'on ait des règles du jeu aussi qu'on partage. C'est ça, hein, donc valeurs, projet commun. Et après, c'est les troisième, les règles. Les règles, c'est la manière. Alors, les règles, c'est quoi? Ça commence par le positionnement qu'on a envie de prendre, à quoi on dit oui, à quoi on dit non, en termes de temps, d'énergie, d'argent. Comment on fait? C'est quoi la stratégie pour y aller, en fait? Si nous, on a l'ambition, je sais pas moi, de faire un tour du monde, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour le faire? Si on a l'ambition... je sais pas moi, de se trouver une maison au bord de la mer, quel moyen on se donne pour ça? Si on a l'ambition, je sais pas moi, de se faire des séminaires de temps en temps inspirants, vers qui on va aller, tu vois? Donc le projet, c'est une chose, et après, c'est les moyens qu'on va décider d'y mettre. D'accord. En termes de temps, d'énergie, d'argent, etc. Les couples qui durent le plus souvent, ce sont ceux quand même qui partagent le même désir d'évolution, en tout cas, ou qui ont peut-être la même on va dire vitesse, ou si l'un va plus vite que l'autre, il n'y a pas de jugement, mais il y a plutôt une envie d'aider. Oui, puis il y a des gens qui vont être contents de se laisser un peu conduire. C'est vrai. C'est pour ça que ta question, deux entrepreneurs se mettent ensemble, qu'est-ce que ça donne? Moi, je pense que pour que les deux continuent à grandir ensemble, il faut que l'un sente que l'autre est une pièce à l'édifice, en fait. Comment ma complémentarité va te permettre d'aller grandir? Moi, par exemple, j'ai besoin d'être inspiré par la personne avec qui je suis. J'ai besoin d'être nourri. J'ai besoin d'être admiratif. Tu vois. Mais je suis aussi content de pouvoir soutenir, contribuer, sentir que je joue un rôle aussi. Alors justement, ça c'est très masculin, ce désir masculin. De se sentir utile, de sentir que vous apportez quelque chose aux femmes, que vous êtes une pierre, non pas seulement à l'édifice en plus, mais plutôt un petit moteur quand même, que vous êtes là pour quelque chose, que grâce à vous, elle arrive à... Ouais. Mais je pense qu'une manière très générale, je vais sortir une grosse généralité, mais je pense qu'une femme, elle attend de l'attention et un homme, il attend de la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est le sentiment que le cadre que je vais apporter va permettre à la personne de se sentir bien. Qu'au fond, la personne attend ça. Moi, par exemple, je me suis souvent fait avoir dans mes relations parce que je suis quelqu'un qui aime bien être au service un peu, enfin, j'aime bien me mettre au service. Et très souvent, je me suis rendu compte, quand on prenait des décisions, je me souviens d'une relation comme ça, où je demandais toujours à la personne, elle disait, où est-ce que tu as envie d'aller manger, etc. Puis un jour, on parlait de ça et elle me dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec toi. Et en fait, ce que j'ai découvert, ce qui était important pour elle, c'est que je trouve le cadre, l'endroit, le truc sympa, et elle se laisse conduire parce que à ce moment-là, ce qu'elle a besoin, c'est juste de se laisser conduire. Oui, de se laisser porter aussi. Il y a des fois, elle me parlait de ses problèmes, et moi, j'avais engagé déjà un processus de résolution. Alors, je n'attends pas de toi que tu résous le problème, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, en fait. Tu comprends? Donc, ça, c'est des choses que j'ai appris Est-ce que c'est pas le syndrome du sauveur que tous les hommes ont quelque part en eux, c'est clair. de vouloir sauver la princesse, parce que c'était ma vie. Oui. J'ai commencé par être sauveteur, un grand sauveteur d'ailleurs. J'ai fait du sauvetage en mer, j'ai fait du sauvetage à peu près dans tous les corps de métier qui touchent au secours. Donc j'ai été animé de ça et j'ai même existé à travers ça. Et je me suis fait aussi beaucoup avoir avec ça dans les situations. Donc je suis tombé dans des situations de couple qui ont été particulièrement difficiles parce que j'avais des pics de bien-être dans certains moments. Puis, pourquoi? Parce que en fait, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin d'être, même à un plan inconscient, je me sentais utile parce que je me sentais important, parce que utile à l'autre. Et ça, malheureusement, c'est pas ça qui fait tenir un couple. Non.
Non, donc tu as travaillé sur ça? Ah, ça m'a beaucoup aidé à avancer Ouais. que de me libérer de ça. Ouais. Ouais, j'imagine. Et comment on peut, quels sont les conseils que tu peux donner aux hommes qui ont toujours un petit peu ce syndrome et qui vivent mal parfois? Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent des hommes on va dire dans ton profil, vont vers des femmes qui sont très indépendantes, qui sont Entrepreneuse. entrepreneuses, par Ouais. exemple, voilà. Et donc, ils ont cette blessure de rejet ou d'abandon à un moment donné, peut-être qui peut ressurgir si elle te fait comprendre que finalement, elle n'a pas forcément besoin de toi. C'est le risque. C'est un risque. Euh, Déjà, quel conseil tu peux donner aux hommes pour identifier ce syndrome de sauveur qu'ils ont et comment les aider à s'en débarrasser et à viser un meilleur casting, on va Ouais. dire. Alors, pour moi, le critère, hein, je ne vais pas inclure tout le monde là-dedans, mais le critère qui m'a fait énormément grandir, c'est me poser la question sur qu'est-ce qui me fait kiffer. Est-ce que c'est le sentiment que j'ai été utile à l'autre ou est-ce que c'est le sentiment que euh, l'autre réussisse par sa propre forme? Ok. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup été stimulé par l'idée que j'apporte Mm. à l'autre ce dont il avait besoin pour avancer. Donc c'est Maintenant, un peu l'inverse. narcissique. Oui, c'est un peu narcissique Ouais. et c'est lié à mon insécurité intérieure. Ouais. Et c'est ça qui fait que je me suis tombé dans le piège du secourisme, en fait, de couple, Mm. en l'occurrence, que je me sentais exister parce que, et aussi dans le devoir, parce qu'il y a des moments où je disais oui à des choses que je n'avais pas envie, mais parce que c'était pour l'autre, tu vois. Et je tombais évidemment sur les profils qui avaient besoin de ça. Donc ça fait des relations très élastiques, ça. Oui, j'imagine. Quand on n'est pas là, on a envie de se voir, et quand on se voit, au bout de 2 jours, on peut plus supporter. Et ce qui m'a beaucoup libéré de ça, c'est justement euh, d'être stimulé, non pas par ce que j'apporte, mais par le fait de voir la personne en quelque sorte grandir par ce qu'elle est, dans sa différence. Mais ça suppose chez moi énormément de confiance. En soi. En toi. soi Hein. et en l'autre. Ok. Ça veut dire que c'est accepter de donner à l'autre la confiance et l'espace qu'elle a besoin et d'être là en soutien, en détachement. Ce que j'appelle le détachement. Le détachement, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas aimer ou de ne pas porter de l'importance à l'autre. Moi, avant, j'attribuais à la qualité de ma présence le fait d'être, alors c'est pas intentionné parce que je le suis, mais c'est d'être là pour répondre en quelque sorte à ce qu'elle aurait besoin. Et au lieu d'être juste en valorisation, ce qu'elle était capable au fond de faire, sans que je sois forcément là. C'est-à-dire que ma stimulation n'est pas dans le fait de faire les choses pour elle, Ouais. mais de la voir faire des choses. Voilà. Sauf que à ce moment-là, il faut que je travaille sur ma peur de l'abandon. Exact. Voilà. Et d'apprendre à lâcher prise. Lâcher Alors- prise, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme moi j'aurais voulu. Exactement. Et du coup, de m'émerveiller, de la voir prendre sa place, en fait. C'est ça. Ce que tu dis est tout à fait valable. On n'en a pas parlé depuis le début de ce podcast, mais dans la relation parent-enfant. Absolument. C'est Les la base de parents- l'autonomie. Ouais, les parents qui sont, qui se disent maman poule, papa poule, des choses comme ça, et qui finalement envahissent énormément les enfants en voulant faire d'eux ce qu'ils imaginent être le meilleur ou la meilleure version d'eux-mêmes, Absolument. sans les rendre autonomes et sans même se rendre compte de la valeur qu'ils ont en y arrivant par eux-mêmes. Et ça crée des enfants qui grandissent avec ces schémas et qui vont devenir par la suite des adultes Qui toxiques reproduiront. et qui vont peut-être même devenir des narcissiques ou des pervers narcissiques ou des problèmes en tout cas de narcissisme. On va voir dans un autre podcast les différents types de narcissisme et de blessures narcissiques qu'il peut y avoir, mais c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent qu'ils se retrouvent non pas en tant que couple, dans le couple ou dans la vie pro, mais aussi en tant que parents, parce qu'on est en train de créer une nouvelle génération et c'est important aussi ce que tu dis. Ça rejoint d'ailleurs un propos qu'on peut parfois entendre, c'est croire que l'autre me rend heureux. C'est la même problématique. Du coup, je crois que c'est à travers moi que l'autre va être heureux. Tu vois? Mais non, la personne avec moi doit être heureuse par elle-même. Moi, je vais contribuer à son bonheur parce qu'elle contribue au mien, mais on n'est plus dans une relation de dépendance. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. Par contre, j'ai le désir d'être avec l'autre. Je ne suis pas par peur. C'est plus la peur qui me fait avancer, c'est le désir, ce qui est complètement différent. Le désir d'être ensemble, le désir d'aller plus loin, le désir de profiter de la vie davantage, le désir de mettre du bonheur. Bon, après, il faut clarifier quelques valeurs essentielles et être dans le désir de les satisfaire, ces valeurs. C'est sûr.
Et alors, juste pour revenir aux saisonnalités, Oui. est-ce que tu peux... Alors, on va rester dans le cadre du perso, puisqu'on est lancé sur la vie de couple, et c'est de toute façon hyper intéressant. Et j'invite quand même les auditeurs à faire le parallèle avec à la fois le pro et les enfants, je rappelle. Mais pour revenir à la saisonnalité, comment on peut définir dans quelle saison on est par rapport à son couple? Donc, pour y être... Alors, je vais commencer par l'automne. Ouais. L'automne, c'est quand je sens que ça va. J'ai envie de dire, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Tout roule, quoi. Ouais, ça va. Alors au début, c'est tout roule, puis après, c'est pas si grave. Qu'est-ce qui est pas si grave? Il peut y avoir des petits détails, mais c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Je suis un peu dans le c'est pas grave. Et parfois, le c'est pas grave, c'est un peu comme le type qui tombe du 10e étage, qui devant chaque fenêtre te dit c'est pas grave. Pour l'instant, ça va. Donc je fume. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je fais de moins en moins de sport, mais bon, pour l'instant, ça va. On se parle de moins en moins, mais bon, pour l'instant, ça va. Bon, ça peut se passer dans des petites choses, comme des grands. Tu vois, on ne s'est plus vraiment fait de câlins en se levant le matin, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, on se retrouve à table à plus vraiment être stimulé, parce que... mais bon, c'est pas grave. Tu vois, alors, le c'est pas grave, est réellement pas grave. Ce qui est embêtant, c'est de laisser glisser. Ouais. J'ai envie de te dire des trucs, mais bon, je dis, allez, c'est pas grave. Elle n'a pas compris, mais c'est pas grave. Tu vois, donc on est en train d'éteindre notre désir en fait. On sent qu'on a des désirs là. Bon, mais je suis plus à l'écoute du désir de l'autre. Je dis bon, allez, c'est pas grave. J'aurais aimé faire, mais bon, allez, c'est pas grave. Tu vois, c'est un anniversaire, on aurait pu célébrer, mais c'est pas grave. Donc tout c'est pas grave. Et en plus, c'est vrai que c'est pas grave, mais c'est ce que j'appelle le début des fuites dans le tuyau. C'est pas suffisamment piquant pour que je le prenne en compte. Et malheureusement, c'est un peu comme le carton qu'on laisse traîner à l'entrée. Si on le laisse plus de 3 semaines, il ne gêne plus. C'est vrai. Parce qu'on s'est habitué, tu vois. On s'est habitué à se faire un déjeuner en décalage, par exemple. À plus mettre de la qualité. On s'est habitué à être au téléphone alors qu'on est ensemble à table. On s'est habitué. Et on se dit, c'est pas grave. C'est confortable. C'est confortable parce que ça nous fait du bien immédiatement. Mais ça n'est pas en train de construire l'ambition que nous avons. C'est pour ça qu'on est en train de perdre nos valeurs, de perdre nos importants. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, on s'est engagé ensemble? On est en train de le perdre. Et la perte d'une personne, ça ne se fait pas en un jour. Certes. La perte d'un conjoint, ça ne se fait pas en un jour. C'est de l'accumulation. C'est le petit message que j'envoyais au début que j'en vois plus. C'est le petit... tu vois, c'est le petit mot que j'envoie. Avant, je mettais un petit sourire, 2, 3 petits machins, et je ne le mets plus. Donc, on perd le raffinement de l'attention. C'est-à-dire, on parle plus de la même façon, avec la même attention. On se retrouve plus avec la même intensité. Tu vois, ça, c'est la zone d'automne. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Et comme c'est pas grave, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les zones de frustration vont devenir de plus en plus importantes. Et comme ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on va quand même pas se prendre la tête pour ça, tu vois. Donc, on se laisse aller. Et comme notre système neuropsychologique, il adore le confort, il y a pire que nous, tu vois. Et donc, si à ce moment-là, tu n'es pas stimulé par des modèles plus élevés ou par un vrai travail sur, au fond, tiens, c'est quoi qui me donnerait un peu plus de piquant dans notre relation? C'est quoi, dans quoi on peut retrouver plus de désir, plus d'intensité, plus de, tu vois? Il faut que les deux le veuillent, ou est-ce que l'un peut faire tout le travail tout seul de reconquête ou de repimenter cette relation? C'est toujours l'élément le plus souple. Qui suit? Alors, qui suit, mais s'il a un projet qui va s'en sortir mieux que les autres. Ah, d'accord. Mais il faut qu'il ait un projet, il faut que lui-même ait des valeurs. Moi, si je suis souple avec toi, je peux tout d'un coup, parce que j'ai ce projet de remettre un peu plus de piquant, d'harmonie dans la relation, parce que c'est important pour moi, te dire à un moment donné, tu sais, j'ai l'impression que ça fait quelques jours là qu'on ne sait plus, qu'on n'a pas passé un vrai moment et tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma communication, je ne vais pas t'accuser du fait que je m'ennuie, je vais prendre la responsabilité du fait que si j'ai plus cette stimulation, c'est que je laisse dormir un truc. D'accord. Donc tu prends la responsabilité entièrement? Absolument. C'est-à-dire que je prends conscience, parce que je suis connecté à mon ressenti, que je ne suis plus autant nourri dans ce qui faisait le désir du fait qu'ensemble, on était engagés dans un truc. Donc je prends cette responsabilité. Parce que sans prise de responsabilité, il n'y aura pas de liberté plus élevée. Je dis souvent ça. Parce que pour être heureux, il faut se sentir libre. Mais pour être libre, il faut prendre des responsabilités.
Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, pour moi, la clé du développement, c'est le raffinement. C'est l'accueil de ma sensibilité sur certaines choses et pas être en dévalorisation de l'autre en disant c'est à cause de l'environnement, tu comprends, avec elle, ça marche pas, je rêve dans une autre. Parce que si je crois que c'est l'autre avec elle que ça va pas fonctionner, du coup, je pars dans le principe qu'avec une autre, ça va aller mieux. Toujours. Mais la réalité, c'est qu'au début, ça ira mieux. Ouais. Parce que je vais retrouver mon niveau d'attention, de stimulation, mais mon système nerveux va refaire exactement la même chose. C'est qu'une fois que je serai nourri, c'est le problème des couples, tu sais, qui fonctionnent énormément par l'attraction. Oui. Et qui pensent que tout d'un coup, comme ils ont un vide intérieur, tout d'un coup, ils tombent sur la personne qui correspond exactement aux critères qui leur font Cette dire fameuse personne parfaite. parfaite. Donc du coup, ils vont se prendre un pic de bien-être, tu vois, Ouais. comme quelque chose d'inouï. Pendant 15 jours, ils vont dire « Oh, c'est génial !» etc. Et là, tu peux être sûr que tu vas avoir un balancier inversé dans quelques temps. Voilà. Et la première alerte d'ailleurs, c'est quand la personne te raconte que avant ça allait pas, mais que c'était évidemment pas de c'est parce qu'elle était avec une personne qui machin. Etc. Oui, son ex est toujours terrible. Voilà. C'est ça. Et il faut savoir que si ton ex est terrible, bah, tu vas le devenir aussi, toi. Ouais. C'est ça. C'est la loi. Ah ouais. Alors, donc la saisonnalité, hein, c'est cette extinction du désir, de la conscience, de mes responsabilités et le fait de me laisser aller. Et au début, c'est toujours plus confortable. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de pas faire de sport, à force de plus parler, à force d'être dans une médiocrité de plus en plus affirmée, il y a un moment donné où je vais arriver en zone rouge. Ce que je vais appeler la zone d'hiver. Là, ça va commencer à piquer ça fort. y est. Donc la zone d'hiver, il y a plusieurs strates. La première, c'est la frustration, que je reconnais ou pas. Donc je suis énervé. Alors, quand tout va bien, je dis rien. Mais dès que ça va mal, je vais exploser. Je vais exploser. Alors, par exemple, je suis dans un boulot qui me plaît plus. Donc je supporte, je suis pas trop ferveux. Mais dès que j'arrive à la maison et qu'il y a un truc qui va pas, je vais avoir des manifestations verbales un peu excessives. Je vais être dans la voiture, je vais klaxonner comme un malade parce que l'autre avance pas. Ouais, je vois. Je vais être très vite irritable. C'est-à-dire qu'à la surface, j'ai l'impression que tout va bien, c'est comme un canard qui marche à la surface de l'eau. Mais dès que je regarde sous la surface, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'agitation, des choses comme ça. C'est là où on est très émotif. Alors, si on est émotif, ça va péter encore plus. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on va vivre des choses avec encore plus d'intensité. Donc, première strate, j'ai des frustrations, je les gère moi-même. Voilà. C'est comme ça que je vais passer en zone de printemps, d'ailleurs. Soit je les gère pas, et je vais le lancer. Pourquoi je les gère pas ? Parce que je conçois que c'est à cause de l'autre. Donc, je suis dans le rejet, ma responsabilité. Et là, comme ça va pas, au bout d'un moment, ça va plus du tout. Et je dis que c'est l'environnement qui va pas. Donc, j'aspire à changer. Et s'il faut, je quitte l'autre et je m'en vais ailleurs. Je change de boulot, mais voilà. Tu comprends ? Complètement. Non, mais l'environnement n'est pas bon, donc du coup, je le change. Ça, c'est la strate numéro 2, ouais. Voire numéro 3. Le numéro 3, c'est qu'en général, je vais tomber dans une forme de dépendance. C'est-à-dire que si je suis au boulot et que je ne supporte plus, du coup, je pète les plombs. Il peut y avoir de l'agression et ça va se finir avec un médecin, parce que je vais prendre un burn-out, donc c'est un médecin qui va m'arrêter. Dans le conflit, on se sera tellement allé loin qu'il va falloir qu'il y ait un médiateur ou un avocat qui nous prenne en charge parce qu'on n'est plus capable de communiquer. Donc ça va nous coûter du temps, de l'énergie, de l'argent. On va se bagarrer pour les meubles, pour la voiture, le machin. Et au dernier ressort, ça c'est le niveau 4, heureusement c'est plus rare, mais ça arrive, c'est que je me fous en l'air, quoi. J'en peux plus. Je me fous en l'air ou je prends une arme et c'est ce qu'on voit de temps en temps dans les médias. Voilà, Et ça, c'est la zone rouge. Alors, heureusement, il ne faut pas trop descendre là-dessus. Et quand ça ne va pas, ça veut dire qu'on reconnaît que ça ne va pas. C'est comme un voyant rouge qui s'allume. Si on sait le regarder, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'accueillir, ce voyant rouge, et se dire, tiens, c'est quoi qui est derrière devrait être important. Et c'est là que la zone de transition peut être de plus en plus rapide, parce qu'on est à l'écoute de ce que l'on vit, en responsabilité et orienté désir. C'est-à-dire que si jamais tu ne me parles pas, au lieu de te dire, tu sais, j'en ai marre que tu ne me parles pas, je veux dire, tu sais, même si on ne parle pas souvent, mais sache que quand on le fait, ça me stimule énormément. Voilà. Mais maintenant, je peux comprendre que pour l'instant, tu n'en as pas envie. Mais sache que quand tu as l'occasion comme ça, sache que moi, j'adore ça. Tu comprends que la communication, elle n'est pas la même. Ah, c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'expression de mon désir. Ouais. C'est comme si je te dis, tu sais, je t'attendais à 21h, tu arrives à 21h30. Tu sais, je vais juste te dire que quand tu me dis 21h et que tu arrives à l'heure, sache que pour moi, c'est super important. Ça me fait un bien fou. Alors, je peux comprendre que parfois, tu ne le fasses pas, pour des tas de raisons qui sont les tiennes d'ailleurs. Mais sache que pour moi, si tu veux me rendre heureux... C'est de la communication non violente, ça, non ? Quelque part ? Oui, la communication non violente reprend ses principes. Ouais. Voilà. Okay. Mais la clé, c'est vraiment d'axer sa communication sur ce qu'on désire. Et ce n'est pas seulement sa communication, c'est sa vie et son esprit. Son esprit et sa vie, ou ses émotions. C'est-à-dire que dans la vie,
si tu es axé dans ta journée sur ce qui est ta source de... Moi, je crois que la voie de la croissance, c'est d'être ouvert à ses désirs ou à celui de l'autre. Très intéressant. Surtout quand on est en couple. C'est quoi les désirs de l'autre? C'est quoi les miens? C'est quoi l'autre? Après, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est qu'une fois qu'on a la liste de ce qu'on désire, là-dedans, il y a des trucs qu'on va aimer réellement. Aimer, ça veut dire que j'aime être en lien avec. J'aime aller faire du sport, j'aime être en lien avec la nature, j'aime être en lien avec une personne, j'aime être en lien avec la cuisine, j'aime être en lien avec la lecture, avec mes livres. J'aime être en lien, c'est-à-dire c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime ça. J'aime parfois c'est regarder Netflix le soir, etc., parce que je décroche. C'est qu'est-ce que j'aime et qui en plus de ça est bon pour moi. Et ensuite, il y a ce qui va me mettre en joie. Ce qui va me mettre en joie, c'est la strate au-dessus, c'est-à-dire ce que j'aime faire, parce que j'aime ça, j'aime le sport, donc j'adore aller courir. Et ce qui me met en joie, c'est de progresser dans la course à pied. J'aime faire des podcasts. Et ce qui me met en joie, c'est de progresser dans la manière dont je l'ai fait, avec qui je l'ai fait, dans quel contexte je l'ai fait. Tu vois ? Donc, j'aime ce truc. J'aime faire des podcasts parce que j'ai le désir de communiquer des choses. J'aime faire ça. Et plus j'aime faire ça, plus je vais développer de la performance à le faire. C'est-à-dire à intégrer des comportements qui sont de plus en plus efficaces. Et comme je vois que je progresse, du coup, ça me met en paix, ça. Et quand j'ai passé une bonne journée, en plus que j'ai progressé dans ma course à pied, dans ma relation, dans le fait d'avancer vers mon objectif, donc au fond d'être plus performant, waouh, je me dis super. Comment on fait lorsqu'on n'a pas d'objectif ou qu'on ne le connaît pas? Parce que ça aussi, c'est parfois... Alors, retour à la case, désir. D'accord. Si j'ai pas de désir, j'écoute la frustration. La frustration me connecte à mon désir. Et quand j'ai le désir, la question que j'ai juste à inspirer, vient me dire ce serait quoi mon kiff. Et si je ne sais pas encore où je veux aller, écoute ton kiff. Tu as envie de faire des podcasts, tu ne sais pas ce qui va être ton projet. Mais c'est sûr que si tu as le désir de le faire, si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes faire des podcasts, fais des podcasts. Si tu aimes faire du coaching, fais du coaching. Si tu aimes faire des interviews, fais des interviews. Et tu vas voir que le projet il va naître. Si le jour, tu en parlais très bien. Quelqu'un demandait comment je peux faire des émissions, qui je peux aller voir. Fais tes émissions. Oui. Écoute ton cœur et t'inquiète pas, les projets vont naître. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'une fois que tu es connecté, ce que moi j'appelle, c'est Deepak Chopra qui appelle ça comme ça, il parle de la pure potentialité. Exact. C'est cette fibre intérieure. Voilà. Écoute ton cœur, écoute ton kiff, va de l'avant, donne, envoie, et après travaille sur la manière dont tu le donnes. Ce qui est au fond le karma, c'est-à-dire, et tu vas te retrouver dans la loi du moindre effort, c'est-à-dire tu vas te retrouver en train de faire de mieux en mieux des choses que tu fais avec de moins en moins d'énergie. Et dans le couple, c'est pareil. C'est la même chose. Je crois qu'un couple qui va mal, c'est un couple, ils font deux choses. De toute façon, c'est très simple. Si tu veux rentrer à la maison et pourrir ta soirée, c'est très simple. Un, tu mets ton attention sur ce qui ne va pas. Et deux, tu l'exprimes. C'est aussi simple. Et tu vois, ça marche partout. Par contre, remettre l'attention sur ce qui va bien et l'exprimer aussi, ça change tout. C'est aussi puissant. Ah oui, ça change tout. Et ça, dans les petites choses... Alors, déjà, dans les grandes choses, c'est important. Mais la réalité, c'est que c'est dans les petites choses que les changements les plus vastes se situe. Je m'explique. Si je veux améliorer ma communication avec toi, d'ailleurs le top c'est de revenir à mes débuts, c'est-à-dire, je me souviens de la fois où quand j'ai découvert cette personne, quand je te parlais j'avais une attention très particulière. Okay. C'est-à-dire que si j'étais à la maison avec des amis et que toi tu me parles, je te regarde déjà, tu vois, parce que je mets de l'attention, je mets de la présence, je mets du raffinement dans la chose. Parce que à ce moment-là, notre relation elle est importante. Parce que j'en ai le désir, parce que je l'aime, et du coup j'ai de la joie à porter de l'attention là-dessus, à mettre ce que j'appelle du raffinement dans le cadre, c'est dans la forme. Et c'est ça qui donne de l'intensité, tu vois, aux choses. Et c'est l'intensité de la vie qui va nous rendre heureux. Et ce qui est fort, et là ça participe au changement de l'autre. Là, tu me demandais est-ce qu'il faut être seul pour changer. La réalité c'est qu'un être humain, il fonctionne à la stimulation. Et si je te dis j'en ai marre, tu es en retard, c'est pas du tout la même chose que si je te dis tu sais que t'es pas arrivé souvent à l'heure, mais je sais que et c'est pas grave, hein, mais quand tu es à l'heure, c'est tellement important, je trouve que c'est tellement bon, c'est tellement sympa. Je te dis ça 2-3 fois. C'est top. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est juste fantastique. Et alors du coup, pour passer de l'hiver au printemps, voilà, on fait exactement ce que je viens de dire. D'accord. C'est-à-dire qu'on passe de la conscience de la frustration à la conscience du désir. Ok. Et ce que l'on va exprimer, c'est plus la frustration, c'est le désir. Exact. Et derrière le désir, le projet. Et derrière le projet, les modalités avec lesquelles on a envie d'y aller. Waouh. Ah oui, donc. Paf. Et ce qui passe la zone d'hiver, c'est qu'en zone d'hiver, on est en perte de valeur, on est en perte de projet,
Et on est dans des comportements que nous on appelle de passivité, c'est-à-dire que ce pas des comportements qui font grandir, c'est des comportements qui sont soit de la fuite, de la suradaptation, de l'agitation, de l'agressivité, etc. Si on passe en zone de printemps, clac, on a allumé une nouvelle étincelle, on est connecté sur l'essence de ce qui m'anime, sur mon désir, sur ce que j'ai envie, ce que je veux. C'est ce qui se passe quand tu nais un projet, d'un coup tu te réveilles un matin, tu dis oh, j'ai envie de faire ça. Tu es animé par un truc, pour l'instant rien n'est fait. Et c'est ça qui est hyper puissant dans la création, c'est cette connexion à cette essence qui tout d'un coup, c'est comme une graine quoi. Au début elle est toute petite, mais tu vois pas encore l'arbre. Alors maintenant je suis hyper curieuse de connaître l'été. Alors déjà on va s'arrêter un peu sur le printemps, enfin le printemps c'est ça. Et ce que je voudrais rajouter par rapport au printemps avant d'arriver à l'été, c'est que le printemps, c'est une énergie qui est très intérieure. Donc il faut savoir que l'environnement va commencer à nous challenger. Pourquoi est-ce que tu fais quelque chose de nouveau? Oui. Donc, quand tu fais quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu insécurises les gens qui te connaissent bien. Tu dis, attends, tu vas pas encore te lancer là-dedans, c'est quoi ce truc? Tu vois? Et c'est cette force intérieure qui dit, je vais le faire et je vais y arriver. Je sais pas on se trouve, mais tu es tellement motivé par ce truc. Et c'est ça la force aussi qu'il y a chez tout être humain, c'est qu'il peut se réjouir d'un résultat qu'il n'a pas encore. Alors ça, je suis très forte pour ça. Et c'est super important parce que c'est ça qui te donne le moteur de la création, de l'engagement, de la motivation. Et à ce moment-là, tu as besoin de ça. C'est pour ça que les enfants sont un peu dingues, ils sont fous. Et l'avenir du monde est chez les jeunes. Ouais. Pourquoi? Parce que les jeunes ont cette puissance de création. C'est-à-dire, avec des enfants, on va faire une cabane. On va faire une cabane. On va prendre des chaises. Comment ça, on va prendre des chaises? Toi, en tant qu'adulte, tu dis qu'est-ce qu'il. Mais lui, il se fout. Il a une cabane, il va faire sa cabane. Il prendra n'importe quoi, il va faire sa cabane. Il est dans son kiff. Tu vois? Et c'est ça. D'ailleurs, Internet est développé par des jeunes. Tous les trucs nouveaux qui font transformer le monde, c'est développé par des jeunes qui osent faire des trucs de dingue, en fait. Tu vois? Et donc, cette jeunesse, c'est le côté printemps. Et ce printemps, il faut le réanimer, en acceptant l'idée que ce qui est à l'intérieur n'est pas encore. C'est ça la foi, c'est-à-dire que je ne vois pas encore à l'extérieur ce que je vois déjà à l'intérieur. Et d'ailleurs, être un leader, quand on accompagne des gens, c'est reconnaître chez les autres des ressources qu'ils ne voient pas encore en eux. Oui, alors il faut faire attention à ça, parce que, à titre très personnel, moi, c'est des choses que je vois très régulièrement. Et de temps en temps, il faut aussi accepter que l'autre ne les voit pas tout de suite, et ce potentiel, et ne veuille peut-être pas y accéder. Absolument. Et il faut accepter ça. Oui, c'est parce que le projet est bon pour moi qu'il est bon pour lui. Oui, c'est ça. Ou c'est pas parce que tu l'imagines dans la meilleure version de lui-même, tu l'imagines comme ça, que c'est ce qu'il a envie d'être, ou que c'est ce qu'il se sent capable de devenir. Mais je fais une différence entre... Tu vois, si j'accompagne un joueur qui passe une phase difficile, il vient de perdre 4 matchs. Croire, pour moi, être un leader, c'est dire, écoute, t'as pas eu le résultat, ça c'est une affaire temporaire. De comportement. Okay. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on bosse. Mais quand tu as ta capacité d'obtenir ce résultat, ça c'est autre chose. Tu as en toi le potentiel pour le faire. Et c'est là que la communication devient intéressante et importante. Et un leader, pour moi, quand je dis qu'il est là il voit en l'autre, un grand leader, il voit en l'autre des potentiels que l'autre ne voit pas encore. Pourquoi? Parce que moi, j'accompagne des centaines de personnes, je les vois évoluer. C'est clair qu'il y a des moments, je capte en eux des ressources que j'ai vues chez tellement d'autres personnes, où des gens me disent, mais est-ce que tu crois qu'un jour... Mais bien sûr, tu vas pouvoir le faire. Mais comment? Un, il faut que tu en aies envie. 2, il faut que tu y crois. Et 3, il faut que tu bosses. Mais c'est clair que c'est comme ce que tu évoquais avec cette personne qui demandait comment faire des interviews, tout ça, fais-le. Ouais. Ah, mais est-ce que tu penses que... Mais oui, fais-le. À la rencontre des gens. Et plus tu vas le faire, plus les gens vont venir te chercher. Et c'est là au départ, ça demande beaucoup d'énergie qui vient de l'intérieur. C'est la zone de printemps. C'est une énergie qui est intérieure avec une résistance extérieure. Parce que tous les nouveaux projets, et c'est la force de l'entrepreneuriat, pas seulement d'ailleurs dans la vie professionnelle, mais dans tout secteur, c'est d'oser se confronter à des problèmes qu'on n'a pas encore. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que si tu te lances dans l'immobilier, tu vas te confronter à des problèmes que tu n'avais pas avant. Ouais. Par contre, si tu te lances en couple, c'est plus facile de vivre seul qu'en couple. Hein. Ah, je te le confirme. Par contre, si tu sais construire ton couple, au niveau de la stimulation et de l'intensité de la vie... Ah non, ça peut être génial. Ouais. Ça va être beaucoup plus élevé. Ouais. Pour, sous réserve qu'effectivement... qu'on ait un bon préserves team, ce que tu aurais seul et que le couple soit vraiment ce qui va t'amener au-delà de ce que tu as seul. Exactement. Parce que si tu perds ce que tu avais déjà quand tu avais seul, non, là, il n'y a plus de bénéfices. Ouais.
Très bien. Donc pour le printemps, j'ai compris. Donc ça, c'est le printemps. Et alors après, on arrive en zone d'été. La zone d'été, c'est quand tu te rends compte que tu as envie de dire merci à la vie parce que tu n'imaginais pas que ça allait te conduire jusque-là. Comme dirait Deepak Chopra, c'est sa 4e loi du succès, hein, après la pure potentialité, le don, l'amélioration constante qui est située dans le karma. C'est tout d'un coup, les choses deviennent faciles. Enfin, c'est le moindre effort. Le moindre effort, ça ne veut pas dire se laisser aller, ça veut dire que tu as de moins en moins d'énergie à mettre pour un retour qui est de plus en plus important. Exact. C'est-à-dire que tu sens que ça roule, et c'est ça l'été. C'est-à-dire que tu te rends compte que l'environnement contribue. Moi, j'ai commencé par payer pour me faire des conférences. Aujourd'hui, on paye pour faire des conférences. Mais au début, il a fallu que j'aille les faire. Je payais pour ça. Aujourd'hui, à une époque, je demandais si je pouvais avoir de temps en temps une interview avec des gens. J'ai commencé par demander, aller voir des gens. Aujourd'hui, on m'appelle. Je suis même obligé de faire un peu le tri d'ailleurs, parce qu'on m'appelle beaucoup pour faire des interviews. Donc, tu vois, il y a un moment donné où le système s'inverse, c'est-à-dire que tu t'aperçois que porté par ta voix, porté par ton axe, tu te rends compte que l'univers est en train de contribuer à ta pleine réalisation parce que tu es à ta place. Ça veut dire qu'il y a autour de toi une espèce d'abondance d'opportunités qui vont se présenter et qui vont contribuer au développement de ce pourquoi tu es fait. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'il nous reste 5 minutes. Une petite parenthèse pour nos amis thérapeutes, coachs qui connaissent un petit peu ces lois. Est-ce que ça s'apparente les 4 saisons par les 4 phases du modèle Hudson Alors oui, ceux qui connaissent le modèle Hudson reprend les mêmes principes. Ça reprend la même chose. Alors justement, dans ce petit modèle Hudson, à un moment donné, on a ce qu'on appelle la mini-transition, où on n'accepte pas d'être dans l'hiver. On ne va pas toucher le fond, on ne va pas dans cette zone de marasme, parce qu'elle est forcément très désagréable et on veut l'éviter. Et donc, on bascule très vite, on veut passer du printemps à... On a du mal à accueillir la zone d'ombre. Voilà, on veut passer de l'automne au printemps et on veut pas passer l'hiver. Le risque de ça, c'est ce que montre aussi Hudson, c'est que du coup, ça sera moins solide après. Exact. Pourquoi ? Et à chaque fois de plus en plus fragile au final. Absolument. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas repéré dans ma zone de transition, alors, il y a à la fois la sensibilité au problème et mon niveau de responsabilité au problème. C'est toujours 2 choses. Il y a ma sensibilité, il y a ce que je fais. Si ma sensibilité, si je n'ai pas suffisamment mesuré le manque que j'ai, par exemple, moi je suis très bien dans ma vie seule, prenons un exemple, je me dis très bien dans ma vie seule, mais je n'ai pas suffisamment identifié la frustration que j'ai, même si je suis dans le bonheur et je suis très bien, à être seul. Du coup, je vais tenter l'aventure à 2, mais au bout d'un moment, très vite, je vais me dire c'était mieux avant seul. Tu vois ? Donc, il faut que je sache pourquoi je suis à 2. Il faut que je sache en termes de bénéfices, mais il faut aussi que je sache en termes de frustration. Parce que c'est la clarté des 2 polarités qui me semble importante. Wow. C'est très puissant ce que tu dis, c'est très important. Et pour traduire ça dans un langage quotidien pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense que quand on est coach de vie et qu'on baigne dans le développement personnel, on se comprend très vite. Mais pour ceux qui commencent, il nous reste 4 minutes, mais pour ceux qui commencent vraiment à s'interroger sur eux-mêmes, sur leur comportement, qui comprennent enfin, parfois pas à 20 ans, mais à 30, 40, 50, 60 ans même, et se dire, tiens, je répète des scénarios, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Comment on peut les aider ? C'est d'écouter et d'accueillir sa zone d'hiver. Et ce qui est très intéressant, c'est que je ne suis pas obligé de la vivre réellement, je peux l'éveiller consciemment. Par exemple, je prends conscience, nous, quand on travaille sur des processus de transformation, moi, j'aime bien pousser les gens sur, si je change pas, aujourd'hui, si j'évolue pas, si je reste dans mon confort, quelles conséquences ça va avoir en termes à moyen terme et long terme. Tu vois, si je continue à avoir un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce que j'attends, c'est quoi la conséquence dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois ? Conséquence émotionnelle. Donc, je vais pousser dans l'ombre pour que j'éveille ma conscience du fait que si je continue à fumer, si je continue à pas faire de sport, si je continue, à quoi j'arrive dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an ? Parce qu'aujourd'hui, c'est confortable de ne pas faire du sport. C'est confortable de ne pas être plus attentif à mon couple parce que j'ai autre chose à faire. C'est confortable de traîner devant mon ordinateur jusqu'à un peu tard le soir et pas mettre de qualité dans ma relation. Mais qu'est-ce que ça va me coûter si je continue ? Donc ma question, c'est si je ne change pas, où est-ce que j'arrive ? À quelles conséquences ça ? Et je prends le temps d'analyser ça. Donc je ne suis pas obligé de rentrer dedans pour le vivre, mais au moins je prends conscience de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de ne pas m'entraîner tous les jours
ne pas porter cette attention tous les jours, c'est quoi la conséquence? Et enfin, si je change, c'est quoi le bénéfice? À quelle valeur ça répond? Et l'écart, tu vois, la prise de conscience de cette polarité-là, c'est ce qui fait une véritable transition. Donc le risque, pour reprendre ce que tu évoquais, c'est de ne pas aller assez loin sur la prise de conscience des conséquences négatives au fait de ne pas changer. Mais ça sera le mot de la fin, Paul Pironnet. C'est presque frustrant parce qu'on pourrait encore discuter des heures. Mais merci infiniment pour ce moment, pour ce partage. Merci de nous transmettre ce savoir et cette sensibilité. Merci pour ta vulnérabilité, ta sincérité. C'est toujours très plaisant d'entendre quelqu'un qui s'exprime sans filtre. Et merci, vraiment un grand merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour de prochains podcasts. Et merci à tous pour votre fidèle écoute.